Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face Cachée. Ils sont censés guérir nos maux de tête, notre grippe ou simplement booster nos aptitudes. Et pourtant, les médicaments n'ont pas toujours les effets attendus sur notre corps. Ils peuvent vous gâcher la vie et même vous pousser à l'illégalité. Pilules amaigrissantes, anabolisants, anti-épileptiques, quand les médicaments vous empoisonnent, nous vous dévoilons leur face cachée. Les sportifs amateurs en raffolent depuis quelques années. Les compléments alimentaires ont envahi les rayons des pharmacies et des magasins spécialisés. Des produits dont la composition reste parfois floue pour les consommateurs, à l'image de la créatine. Une enquête signée Chloé Leribaud, Ariane Ménage et Solène Collas. Il est 14 h. Comme tous les jours, Marc-Alexandre se rend à la salle de sport. À 20 ans, le jeune homme ne rate jamais une séance de musculation et va même jusqu'à s'entraîner 2 fois par jour selon ses horaires de travail. Objectif, se sculpter un corps de rêve. Le sport, c'est un peu toute ma vie. Ça fait 2 ans que je fais du sport intentionnel. Et après 2 heures d'exercice pendant lesquelles il soulève jusqu'à 80 kg, Marc-Alexandre semble satisfait des résultats. Voilà, séance est finie. Là, je vois plutôt les bons résultats. Ils sont bien tracés, c'est ce que j'aime. Moi, je préfère qu'ils soient tracés, qu'ils soient trop volumineux. Moi, je trouve que ça fait moche. Et les filles, elles préfèrent plus les gars qui sont plus tracés que gros. Complexé par sa silhouette, Marc-Alexandre s'est imposé un programme sportif rigoureux, mais s'il a réussi à prendre 20 kg de muscle en 2 ans, c'est aussi grâce à un complément alimentaire. C'est pas vraiment de la triche, c'est juste ça aide à prendre du poids. Avec 2 dosettes 3 fois par jour et un budget de 100 € par mois, il a vu son corps se transformer. Je sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais il y a de la créatine, il y a des produits qui permettent que ça... La prise de masse et la prise de poids rapide en fait. La créatine est une acide aminé synthétisé. Son but, augmenter les performances sportives et la prise de masse. Comme Marc-Alexandre, ils sont près d'un quart dans les salles de sport à consommer ce complément alimentaire. Un phénomène de mode sur lequel surfent les fabricants les moins scrupuleux. Derrière leur site à guicheurs, 70% d'entre eux iraient même jusqu'à couper la créatine avec des anabolisants. Quels sont les risques pour la santé? Est-ce une pratique généralisée? Et peut-on mettre fin à ce trafic? Enquête sur le produit de toutes les controverses. Synthétisée en 1994, la créatine a été interdite en France jusqu'en 2001, puis réintroduite sur le marché. Un produit qui n'est soumis à aucune réglementation, sur lequel travaille Xavier Bigard, professeur de l'Agence française de lutte antidopage. Vous avez plein ici de stimulants et autres. Mais dans cette liste, vous pouvez toujours chercher, vous ne trouverez pas la créatine. Peu efficace seule, elle est souvent associée à des molécules dopantes. L'enjeu pour les laboratoires, offrir des résultats rapides et spectaculaires sous couverture légale. Aujourd'hui, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes montre du doigt sa commercialisation en ligne. Ils réalisent régulièrement des enquêtes, et notamment dans les salles de sport. Et ils ont évidemment énormément de surprises. Mais maintenant qu'on commence à avoir un contrôle, je vais dire, assez efficace, je vais relativiser quand même, sur ces lieux, c'est plus tellement le danger. Le danger, le gros danger, c'est Internet. Ça, c'est clair que sur Internet, on trouve des compléments alimentaires qui sont dangereux. Danger sous-estimé par les consommateurs qui continuent d'acheter sur Internet des produits dont ils ignorent la composition. Coupée, la créatine peut entraîner des problèmes rénaux et cardiovasculaires. Selon une étude américaine, les hommes auraient aussi 65% de risque de développer un cancer des testicules, sans parler des risques de dépendance liés à la consommation d'anabolisants. Tous les laboratoires seraient-ils prêts à jouer avec la santé des sportifs? Nous avons contacté EA Pharma, l'unique laboratoire français à produire de la créatine. On a créé notre propre charte, mais tous les laboratoires ne font pas forcément, il n'y a pas de normes obligatoires. Non. En l'absence de traçabilité et de charte qualité, le trafic s'est généralisé. On est au courant sans l'être, nous c'est contre eux qu'on se bat en fait, donc c'est vrai que c'est notre argument en général face aux concurrents quand on essaie de pénétrer un marché. Donc, oui, on sait que ça se fait.
Si en France, la réglementation sur le dopage est stricte, difficile de l'appliquer sur les importations de produits achetés en ligne. Impossible de mettre fin à ce trafic pour maître Redouane Marache. La bataille juridique entre laboratoires et sportifs se retournera contre le consommateur. Si c'est une importation par le biais d'Internet, ça va être très difficile. Même si en théorie, vous êtes dans la même situation, il y a une responsabilité de la part du fournisseur, ça va être très difficile parce que les procédures internationales sont très complexes, très coûteuses et très aléatoires. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de recours. En matière disciplinaire, ça n'excuse pas la prise de produits dopants. Les sportifs risquent alors une suspension, voire une radiation de leur fédération, jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Tandis que certains veulent prendre de la masse, d'autres se battent pour perdre du poids. Ils sont plus de 14% à souffrir d'obésité en France. Leur plus grand rêve, maigrir, mais à quel prix? La pilule Ali, retirée mystérieusement de la vente en 2012, et son générique, le Xénical, toujours disponible en pharmacie, font scandale. Problème de foie, de reins, vertige. Mais pourquoi sont-elles toujours consommées? Enquête Mayora Dubois, Julie Bréon et Irina Capron. Viviane a 53 ans. Elle est mère célibataire. Il y a 25 ans, c'est à la suite de la naissance de sa fille unique que son poids est devenu un problème. J'ai commencé mon premier régime après une visite chez un gynécologue. Il m'a demandé ce que mon mari en pensait. Or, je n'étais pas mariée. Ce que mon petit ami en pensait, j'avais pas de petit ami parce que j'étais maman célibataire, et qui m'a sorti sur un ton absolument horrible. Et vous espérez en trouver un comme ça. Suite à cet entretien, elle enchaîne les régimes yo-yo, cure de fromage blanc, ananas, tout y passe. J'ai perdu, là je faisais, je devais faire les 70-80, j'étais plutôt content. En général, au bout de 3-4 ans, on reprend le poids qu'on a perdu. Malgré ses nombreux efforts, sa situation s'aggrave. Aujourd'hui, elle pèse 110 kg pour 1,58 m, une obésité dite morbide. Je pense que là, vous savez, il y a un moment donné, quand vous êtes constamment dans le combat, c'est pas possible. Donc je pense que là, c'est un moment où j'ai baissé les bras. Pour y remédier, son médecin lui prescrit un médicament qui semblerait être la solution à son mal-être, le Xénical. Une pilule à base d'Orlista, censée éliminer la graisse des aliments dans les selles et qui doit être accompagnée d'un régime strict, riche en fruits et légumes, sous peine d'effets secondaires handicapants. Même en faisant attention, des graisses cachées, il y en a dans l'alimentation. Et du coup, après chaque repas, j'étais obligé de vivre très près des toilettes. J'ai décidé que c'était trop inconfortable et trop désagréable pour continuer. Suite à cette mauvaise expérience, elle cherche des réponses auprès du laboratoire Roche, fabricant du médicament, en vain. Elle se tourne alors vers le ministère de la Santé, mais se heurte une nouvelle fois au silence. En France, 17% de la population est obèse. Parmi eux, beaucoup se rabattent sur des traitements soi-disant miraculeux, crème amincissante, compléments alimentaires, mais aussi des pilules comme Ali et le Xénical. Pointé du doigt par l'Agence nationale de sécurité du médicament pour ses effets néfastes, Ali avait été retiré mystérieusement du marché en 2012. La molécule mise en cause, l'Orlista. Un médicament autorisé en pharmacie est-il toujours inoffensif? Enquête sur une pilule suspecte. C'est en 2009 qu'Ali, surnommée la pilule miracle, fait son apparition. Jean-Michel Cohen, nutritionniste mondialement connu, a été témoin de ce phénomène. Il y a eu beaucoup de publicités qui ont été faites sur ce produit, et donc forcément, comme les gens sont toujours en attente d'un produit miracle pour maigrir, ils ont été tentés de le prendre. Il agit en se combinant aux graisses, et en fait il empêche l'absorption des produits gras. Donc comme vous consommez des graisses mais qu'elles ne sont pas absorbées par le corps, c'était comme si vous ne les aviez pas consommées. L'idée c'est séduisante, mais le résultat n'est pas à la hauteur des espoirs que ça a suscité. Concernant les effets des pilules amaigrissantes, son avis est tranché. Ali n'échappe pas à la règle. C'est un produit qui donnait des petites diarrhées graisseuses. Forcément, puisqu'on ne digère pas les graisses, on est bien obligé de les éliminer. Mais pas seulement. Vertige, problèmes de reins et surtout de foie,
bon nombre de consommateurs ont atterri à l'hôpital pour des transplantations. Jean-David Zetoun était pathologue à l'hôpital Saint-Antoine dans l'est de Paris. Les problèmes à répétition poussent les consommateurs à être plus vigilants que jamais. L'expérience historique montre que c'est vrai que les médicaments contre l'obésité, ça n'a pas toujours été un succès extraordinaire, puisqu'il y a eu des cas où on s'est aperçu que ça faisait plus de mal que de bien aux gens. À partir du moment où pratiquement tous les médicaments passent plus ou moins par le foie, ils peuvent exercer une action toxique sur le foie, c'est possible. Pour lui, la controverse autour des médicaments anti-obésité n'est pas nouvelle. Depuis l'Orlistat, il y a d'autres médicaments qui sont sortis sur le marché. Et là encore, c'est très controversé. L'Agence européenne du médicament a autorisé 2 molécules récemment. Et le directeur de l'Agence française du médicament, lui, a écrit une lettre pour dire qu'il ne voulait pas que ce soit autorisé. Donc vous voyez, les gens ne sont pas d'accord. Selon ce communiqué de l'ANSM, l'Orlistat aurait aussi provoqué des cas de pancréatite aiguë, d'hémorragie rectale et hépatite grave, menant à des greffes et même parfois à la mort. Selon une étude britannique, la pilule aurait également des effets néfastes sur les reins. Une autre analyse révèle une écrudescence des fractures osseuses chez les adolescents en ayant consommé. Face à tous ces problèmes, les laboratoires GSK décident 3 ans plus tard de retirer soudainement Ali du marché. En cause, un problème d'approvisionnement de la molécule. Pourtant, elle est toujours disponible en Grande-Bretagne. Votre témoignage? Écoutez, je pense, sur ce sujet, je ne suis pas votre contact direct, donc j'ai bien fait le lien avec la personne de santé grand public. C'était ça la réponse. Donc malheureusement, je peux pas vous dire autre chose aujourd'hui. En les interrogeant, nous comprenons vite que le sujet les met plus que mal à l'aise. On ne souhaite pas répondre sur ce sujet, voilà. GSK ne répond pas, mais ils ne sont pas les seuls. Les laboratoires Roche qui commercialisent le Xenical, générique d'Ali, n'a jamais souhaité aller plus loin qu'un simple bonjour. Réticents et sur la défensive, les fabricants tiennent à protéger leurs secrets. Décrié Ali ne se vend plus en France, mais peut tout de même être retrouvé sur des sites illégaux ou en Grande-Bretagne. Mais le plus surprenant, c'est que la pilule Ali a toujours son générique en pharmacie. Troubles de l'attention, hyperactivité en France, ce sont près d'1 million d'adolescents qui en sont victimes. Pour y remédier, il existe une solution, la Ritaline. Mais de nombreux cas d'effets indésirables ont été remarqués. Ces effets seraient liés à un dérivé de l'amphétamine, substance interdite présente dans le produit. Peut-on aujourd'hui laisser un médicament sur le marché malgré les effets néfastes qu'il représente? Enquête de Thomas Saint-Jean, Anthony Mendes et Sandrine Vaccaro. Samuel a 17 ans et suit des cours de commerce, mais le jeune homme souffre d'un déficit de l'attention qui l'oblige à travailler 2 fois plus que la moyenne. Première étape du week-end, l'adolescent rentre chez lui pour prendre de la Focaline, un outil qui est devenu indispensable pour sa concentration. Alors cette pilule, ça m'a apporté du calme, ça m'a apporté des bons résultats, une bonne concentration en cours. Par exemple, maintenant, le soir, quand je travaille de 1 à 2 heures par jour. Et avant, on peut dire que je travaillais même pas 10 minutes par jour. Cela fait 1 an que Samuel voit un pédopsychiatre. Pour pallier à son manque de concentration, le spécialiste lui a prescrit de la Focaline, mais ce trouble n'est pas nouveau. Disons que depuis petit, dès qu'il a commencé à aller à l'école à l'âge de 3 ans, on va dire ça a été dès le CP plutôt. Il avait de bonnes notes, correctes, enfin il travaillait bien à l'école, mais quand même les profs me disaient qu'il avait un problème de concentration. Mais cette soudaine réussite scolaire a un prix. 6 mois auparavant, Samuel pesait 90 kilos. Si aujourd'hui il n'en pèse plus que 80, le jeune homme a aussi perdu l'appétit. Des fois il y avait des choses qui vraiment ça m'écœurait de manger, du coup je mangeais pas. Et aussi ma mère des fois elle était étonnée le soir quand je lui disais ouais maman j'ai pas faim. Résultat, Samuel a perdu une dizaine de kilos. Cette perte de poids serait due à la Focaline en Suisse ou Ritaline en France. Son principe actif, le méthylphénidate, est un dérivé de l'amphétamine, une substance qui est interdite sur le sol français depuis 1959. Ces dérivés comme le méthylphénidate ou le benfluorex sont à l'origine d'affaires comme le Mediator. Des dérivés qui continuent d'être présents sur le marché. Aujourd'hui, 1 200 000 Français en consomment. Mais quels sont les risques réels de la Ritaline? Est-elle correctement délivrée? Et pourquoi ne pas remplacer le méthylphénidate par un substitut? Marc Legrel est rédacteur pour la revue Prescrire. Ce mensuel révèle les plus grands scandales sanitaires. En février, la rédaction s'est attaquée à la Ritaline, dont certains effets indésirables ont été intentionnellement retirés de la notice. Certains effets indésirables sont carrément absents de
de la notice, notamment les problèmes d'hypertension artérielle pulmonaire et de valvulopathie. Le risque de toxicomanie et de dépendance il y est fait allusion, je dirais plutôt que c'est marqué autre effet indésirable, dépendance aux médicaments, sans plus. 407 personnes ont été victimes des effets indésirables graves de la Ritaline. Ces effets seraient dus à une molécule présente dans le médicament, le méthylphénidate. Sur demande de prescrire, les agences françaises et britanniques du médicament ont fourni des données sur ces effets indésirables survenus chez des patients prenant du méthylphénidate. On peut donc se poser la question de savoir est-ce que les patients sont réellement bien informés des effets indésirables graves, parfois mortels de ce médicament. Même si ces effets ont été dévoilés, les ventes ont augmenté de 70% en France en moins de 5 ans. Directeur adjoint de l'ANSM, François Hébert a examiné la Ritaline avant sa mise sur le marché français. Un produit très présent aux États-Unis mais qui est arrivé tardivement en France. Donc vous voyez que l'Islande, le Canada, les États-Unis et les Pays-Bas, par exemple, qui sont les 4 premiers pays mentionnés, ont une consommation par habitant qui est très largement supérieure à la France, qui arrive vraiment en toute queue de peloton ici. C'est un médicament qui est soumis en France, spécifiquement, à des conditions de prescription et de délivrance qui sont extrêmement contraignantes. Sous ordonnance sécurisée, la Ritaline ne peut être délivrée que par des neurologues ou des psychiatres, mais ce médicament est dévié de sa fonction première et un trafic s'est mis en place. C'est un médicament qui est un stupéfiant et donc qui est détourné de son utilisation, on va dire, thérapeutique, dans un cadre médical. Moins cher que la cocaïne et disponible sur l'ensemble du territoire, la Ritaline est très répandue aux États-Unis pour son côté stupéfiant et commence à l'être en France. Véritable drogue, ce médicament l'est par son dérivé amphétaminique, le méthylphénidate. Mais les laboratoires n'envisagent pas de le remplacer par un substitut comme le N9. Explication avec le professeur Alain Astier de l'hôpital Henri Mondor. Pour l'instant, on a un recul d'utilisation avec le méthylphénidate que l'on n'a pas avec d'autres produits. Et donc c'est pour ça qu'en général, on préfère utiliser le produit le plus ancien pour lequel on a plus de recul. Aujourd'hui, aucun substitut au méthylphénidate n'est envisagé. Les inconvénients n'ont pas stoppé la production de la Ritaline. Ce médicament reste répandu dans l'Hexagone, malgré l'avertissement des spécialistes. Nous vous retrouvons dans un court instant après une petite page de pub pour comprendre comment les médicaments influencent notre environnement. Joël Désiré Boboul, le nouvel album, avec Nutella Boy. J'aime quand tu me sers contre toi, avec des bananes ou des fraises tagada. Tu es aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'aimerais te tartiner, oulala, la chaleur. Amour réciproque featuring Layana. Ton cœur. Achète déo, tu pues la sueur. Viens, on part au soleil en duo. Même pas en rêve, je vais voir les pincos. Sorti le 17 décembre. Joël Désiré Boboul. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. First things first, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons. La vente de médicaments génère des millions d'euros, mais il reste souvent oublié dans nos armoires à pharmacie. Depuis 2007, une loi française oblige les officines à les récupérer, qu'ils soient non utilisés ou périmés. Mais que deviennent-ils? Enquête Cindélina Arnoux, Jacques-Olivier Buzy et Valentine Puyot. Françoise Parolini, 50 ans, est à la tête de son officine depuis plus de 20 ans. Mais en 2007, son travail évolue. Depuis, elle reprend les médicaments périmés ou non utilisés. Bonjour, madame la pharmacienne. Je vous rapporte des médicaments qui sont... D'accord. Chaque mois, environ 30 kg de médicaments périmés sont récoltés et vont dans un carton spécifique. Les médicaments non utilisés, périmés ou non périmés, vont dans le carton cyclamède et ils sont repris ensuite par le grossiste. Ils seront détruits de façon sélective pour ne pas polluer les eaux. Voilà. Tous les médicaments doivent passer par cette filière. Il y a juste un cas particulier, ce sont les déchets perforants, potentiellement à risque, que l'on va mettre dans ces containers-là spécifiques. 2 fois par jour et dans chaque pharmacie, la société en charge de la collecte vient les récupérer. Ils seront envoyés au centre de tri.
Une méthode qui a permis de recycler 12 000 tonnes de médicaments l'an dernier. Même si 12 000 tonnes de médicaments sont recyclés en France aujourd'hui, cette méthode indispensable n'écarte pas tout danger environnemental. Comment expliquer la présence des médicaments dans l'eau, même après traitement ? Comment sont menées les recherches et en quelle quantité et à quelle fréquence retrouve-t-on ces médicaments ? Enquête sur la pollution médicamenteuse. Ce système de recyclage est pris en charge par Cyclamed, dirigé par Thierry Moreau-Desfarges depuis 8 ans. On peut dire que le circuit fonctionne de manière tout à fait satisfaisante. Les industriels de médicaments ont pris conscience de la qualité des recherches qu'ils devaient mener avec des investissements importants pour protéger. Alors maintenant, il reste des médicaments que nous rejetons. Et c'est effectivement, dans ce domaine, il n'y a pas d'autre possibilité, puisque soit nous les rejetons dans les toilettes, et donc ils vont effectivement passer dans des cycles par les stations d'épuration. Malgré tout, l'eau d'Île-de-France contient toujours des résidus médicamenteux. Vérifier la quantité de médicaments dans l'eau, c'est l'une des activités d'Erwan et Élise, chercheurs du SIAP, service d'assainissement de Paris. Mais avant de partir sur le terrain, des précautions s'imposent. N'importe quel prélèvement d'eau pour définir la qualité de la Seine, on prépare tout notre flaconnage, parce que notre flaconnage est spécifique à ce qu'on veut analyser. Pour les médicaments, par exemple, on va prévoir plutôt du verre, brun, ou pour la physico-chimie, plutôt du plastique. Le flaconnage préparé, l'équipe se rend à Bougival, un site essentiel pour mener les recherches. C'est un site qui est important parce qu'il est après nos principales zones d'impact sur le milieu naturel. Et c'est aussi notre zone où on fait nos campagnes exploratoires, c'est notre petite zone de recherche en fait. Comme tous les mois, les deux experts effectuent des prélèvements dans la Seine. Le but de ces campagnes exploratoires, prouver la présence des micropolluants dans l'eau comme les pesticides ou les médicaments. Je vais juste prendre le seau et le flaconnage pour les prélèvements. Alors du coup, là on va procéder donc à un échantillonnage, c'est-à-dire on va jeter donc le seau pour faire un prélèvement, donc récupérer de l'eau saine. Au total, 4 litres d'eau récupérée, dont 50 centilitres directement envoyés au laboratoire pour l'étude des produits. Le reste sert à l'expertise d'autres résidus. Une fois l'eau examinée, les résultats du laboratoire sont communiqués au service prospectif du SIAP. Vincent Rocher les décrypte pour nous. On voit que sur un large panel de médicaments que nous avons recherchés, parmi lesquels figurent des antibiotiques, des analgésiques, des anti-épileptiques, des bêta-bloquants, etc., eh bien, on retrouve la plupart d'entre eux et relativement souvent. Alors bien sûr, ce sont à des niveaux de concentration faibles. On est de l'ordre du nanogramme par litre. Donc ce sont vraiment des traces. Néanmoins, on les retrouve à des hautes fréquences de détection, c'est-à-dire très souvent. Des micropolluants toujours présents dans les rivières à cause de nos rejets quotidiens. Malgré tout, la question se pose sur le recyclage. Le système de Cyclamed est-il réellement efficace ? Et il n'y a pas que le Xénical qui fait scandale dans les pharmacies. La plupart des notices le stipulent. Les médicaments sont déconseillés aux femmes enceintes. Mais comment faire quand ce médicament est indispensable à la maman ? C'est le cas des antiépileptiques. Depuis mai 2005, des plaintes ont été déposées contre le laboratoire Sanofi qui commercialise la Dépakine. Enquête Fawest Faï, Marjolaine Margue et Margot Maucuit. Nora a 39 ans. Depuis l'âge de 17 ans, elle prend de la Dépakine contre son épilepsie. Il y a 6 ans, elle tombe enceinte de son premier enfant, Louis. Mais un an après sa naissance, en 2011, Nora commence à avoir des doutes sur le développement de son enfant. À la naissance, il n'y avait rien de particulier. Là, il a 9 mois. On a commencé à se poser quelques questions puisque, en fait, il restait beaucoup dans sa bulle. Il n'interagissait pas vraiment. Aujourd'hui, Louis a 5 ans et demi. Contrairement aux enfants de son âge, il a du mal à s'exprimer et peine à se faire comprendre. Pas laisser les partout, hein. Tu veux les... Yann, faut quand même manger, Louis. T'as rien mangé, là. Louis, j'ai pas compris. Tu veux les laisser? Nora s'inquiète des difficultés de langage de son fils.
Les troubles de Louis l'obligent à suivre un accompagnement personnalisé, une étape importante pour son entrée au CP. Louis est suivi pour des séances de psychomotricité, donc une fois par semaine. Au total, Louis travaille 3 heures par semaine en plus pour avoir une vie normale. Et pour Nora, la dépakine est en cause. J'en veux déjà à mon neurologue, puisque c'est quand même lui le spécialiste. Et bien évidemment aussi beaucoup au laboratoire qui n'a pas fait son travail d'information. Il n'y a aucun doute, la dépakine est à l'origine du handicap de son fils. En faisant quelques recherches sur internet, Nora remarque qu'elle n'est pas la seule. Il y aurait environ 700 familles dans la même situation que Nora. Parmi elles, 200 ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Elle pointe le manque de communication du laboratoire Sanofi, mais aussi des neurologues et médecins qui prescrivent la dépakine. Alors, quelle est leur position? À qui la faute? Et peut-on vraiment se passer de ce traitement? Enquête sur ce qui pourrait être un nouveau scandale sanitaire. Depuis 1967, la dépakine est commercialisée en France par le laboratoire Sanofi. Aujourd'hui, près de 100 000 femmes en âge de procréer ont recours à ce traitement. Pour Jean-Marc Guglielmi, neurologue depuis 32 ans, la dépakine est indispensable pour traiter l'épilepsie. L'arrêter entraînerait une reprise des crises. Quand vous avez une crise, en fait, vous perdez connaissance, donc vous tombez et vous vous faites mal. Donc vous pouvez vous fracturer, avoir une fracture du crâne, vous pouvez vous fracturer une jambe. Depuis mai dernier, l'Agence française du médicament recommande la signature d'une décharge auprès des patientes. L'objectif, s'assurer qu'elles soient au courant des risques liés à la dépakine. Pour le moment, tous les médecins n'adhèrent pas à ce nouveau formulaire. Je ne fais pas signer ça comme on signe un document anesthésique, préopératoire. Voyez-vous, on vous a informé des risques que vous acceptez, les risques que vous courez. À partir du 1er janvier 2016, le docteur Guglielmi sera dans l'obligation de faire signer la décharge. Sans cette signature, il ne pourra pas prescrire la dépakine. Depuis le mois de septembre, Sanofi est impliqué dans une enquête menée par le ministère de la Santé. Les victimes leur reprochent un manque d'informations. Nous avons contacté le laboratoire. Oui, madame, bonjour. Je suis Fawez Tefaï. Voilà, je fais un reportage sur la dépakine. J'ai rencontré des familles, des neurologues et voilà, il me manquait Sanofi. Non, alors on ne communique pas. Depuis la commercialisation du médicament en 1967, le laboratoire ne s'est jamais prononcé sur les effets indésirables. Je vais vous renvoyer vers notre site. Alors en fait, moi j'avais déjà fait une demande, on m'avait envoyé une fiche de présentation de la dépakine. Et sur internet, le seul communiqué de presse qu'il y a date de mai 2015, donc avant que l'enquête soit diligentée par le ministère de la Santé. Il n'y a rien à propos de l'enquête. Mais notre réponse, c'est qu'il y a sur notre site toutes les informations que nous diffusons. Sanofi nie toute responsabilité et pointe du doigt les professionnels de santé. Sanofi a toujours, sous le contrôle des autorités de santé, respecté ses obligations d'information auprès des professionnels de santé et des patients. En France, c'est le CRAT, le Centre de référence des agents tératogènes, qui est chargé de la prévention concernant les molécules dangereuses pour le fœtus. Elisabeth Éléphant, responsable du centre, a mis en lumière les risques de troubles du développement chez l'enfant. Malgré de nombreuses études, le médicament a continué d'être prescrit. Étant un médicament très important pour les neurologues ont mis pas mal de temps avant d'accepter la réalité de l'impact de ce traitement à distance. Des alertes mises en avant en 2005 et c'est seulement en 2015 qu'il a été déconseillé chez la femme enceinte. De mon point de vue, s'il y a eu une lenteur dans la prise en compte des données, c'est pas du tout le fait de l'administration, c'est fait des propres prescripteurs que sont les neurologues. Pour elle, le laboratoire n'est pas en cause. Une enquête est en cours pour savoir qui sont les véritables responsables. Aujourd'hui, nous recevons Fawez Tefaï qui a participé à l'enquête. Bonjour Fawez. Bonjour Julie. Alors dites-nous, où en sont Nora et son fils aujourd'hui? Alors Nora et le petit Louis sont passés à Paris il y a un mois maintenant faire des tests avec un spécialiste, des tests scientifiques. Alors maintenant ils ont eu les résultats et ils ont la preuve scientifique que la dépakine est bien à l'origine des problèmes du petit Louis. D'accord, donc le ministère de la Santé mène son enquête, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas? Alors ce qu'on sait, c'est que le ministère et Marisol Touraine, la ministre de la Santé, ont lancé une enquête donc sur la dépakine, c'était en septembre 2015. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est où elle en est cette enquête. Moi je les ai appelés juste avant ce tournage et m'ont dit qu'elle était encore en cours et ils ont refusé de me donner n'importe quelle information à ce sujet. Faut comprendre que c'est quand même un sujet assez
lourd. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites à ce sujet depuis les années 60 quand même, ça remonte. Il s'agit pour les gens en charge de l'enquête de prendre connaissance de tout ça pour faire un diagnostic final qui soit parfaitement clair et établi. On entend dans le reportage que Nora a porté plainte. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette procédure judiciaire? Qu'est-ce que vous nous apportez? Alors, Nora n'a pas encore porté plainte en fait, elle va porter plainte contre son neurologue, mais au-delà de ça, il y a d'autres procédures judiciaires qui sont en cours, notamment une action en justice, une action collective. Voilà, c'est une association en fait dédiée aux familles où les enfants ont eu des problèmes avec la dépakine en fait, lors de la grossesse de la maman. L'association s'appelle l'APESAC. Et elle va lancer une procédure en justice, donc il y aura 200 familles à peu près qui seront représentées. Elles seront représentées par un avocat très médiatique qui a été choisi même à ce titre, qui s'appelle Maître Houdin. Il a défendu beaucoup de victimes du Mediator à l'époque où l'affaire avait éclaté. Et alors là par contre, encore une fois, on a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas qui va être attaqué dans cette procédure judiciaire. Est-ce qu'il s'agit du laboratoire Sanofi? Est-ce qu'il s'agit de l'agence du médicament, des autorités sanitaires? On ne sait pas, on ne sait rien. Et je pense que tout va s'accélérer au moment où le ministère de la Santé va rendre ses conclusions, les conclusions de l'enquête. À ce moment-là, je pense que l'avocat va adapter sa ligne de défense pour ses victimes avec les conclusions de l'enquête. D'accord, merci beaucoup Fawez, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine.